Un contrôle banal a basculé lorsqu'un camion poussiéreux a révélé 2 chiffres qui ne devraient jamais coexister. Plusieurs barils de poison et 0 chantier déclaré. Cette contradiction brute, saisie dans un poste frontalier oublié, expose une faille assez profonde pour avaler un pays entier si la vigilance faiblit. Que devient la souveraineté lorsque l'alerte dépend d'un seul regard juste, surtout sous Ibrahim Traoré, dont chaque décision pèse désormais comme un test national? Une ligne d'encre sur un manifeste a suffi pour fissurer le silence et annoncer un choc à venir. Cette histoire promet de dévoiler comment une simple anomalie documentaire a révélé un système clandestin capable d'empoisonner des rivières, d'armer des groupes insurgés et de contourner pendant des années des postes frontaliers devenus routiniers. Le bénéfice pour le spectateur est clair: comprendre en 10 à 12 mots comment une vigilance ordinaire peut devenir une force souveraine décisive. Ce récit montrera comment une chaîne d'autorité dispersée a été recentrée, comment chaque cargaison a cessé d'être un simple objet administratif pour redevenir un indicateur vital, et comment un appareil douanier fatigué s'est transformé en mécanisme nerveux d'autoprotection. La tension principale repose sur un dilemme précis. La frontière peut-elle rester un outil de sécurité durable lorsque la corruption construit des routes péchalles parallèles et que le danger circule plus vite que les décisions officielles? Un détail discret suggère qu'un nombre discret, apparu dans un rapport confidentiel, changera entièrement la lecture des événements. Derrière chaque contrôle se cache un enjeu plus vaste que la marchandise, la capacité d'un pays à se défendre avant même que la menace ne se déclare. 2 chiffres ont brisé le silence administratif. Plus de 20 cargaisons interceptées en 3 mois et une même signature logistique revenant obstinément dans chaque rapport. Ces données, froides en apparence, révélaient une bascule discrète. Un appareil jadis bureaucratique devenait soudain le premier rempart d'un État décidé à ne plus être pris de vitesse. À partir de ce point, le récit cesse d'être une simple chasse aux trafiquants. Il dévoile comment un pays enclavé, traversé par une décennie de coups d'État, de famine et de dépendance, a commencé à réapprendre la cohésion sous une pression constante. Le Burkina Faso se trouvait au cœur d'une ceinture de feu longue de 6000 kilomètres, coincé entre la fragilité du Niger, les insurgences du Mali et les routes commerciales opaques venues de la Côte d'Ivoire. Depuis 2022, la population oscillait entre colère diffuse et résignation intime, fatiguée des promesses abstraites et des institutions qui n'arrivaient plus à jouer leur rôle. C'est dans ce contexte qu'un jeune officier, Ibrahim Traoré, proposa une doctrine simple: replacer chaque poste, chaque agent, chaque contrôle dans une même chaîne de responsabilité. Sans discours excessif, sans triomphalisme, la réforme toucha 3 piliers: les douanes, la garde civile et l'agriculture. Les points de contrôle, autrefois laxistes, devinrent des nœuds autonomes, capables de décider sans attendre les longues boucles hiérarchiques de la capitale. Là où l'argent circulait librement, on réinstalla le devoir. Là où les intermédiaires dominaient, on plaça des agents formés localement. Chaque signature n'était plus une formalité. Elle devenait un acte de surveillance active. Cette transformation opéra dans un quasi-silence. Pas de mise en scène, seulement une maxime reprise de poste en poste. Nous ne pouvons pas défendre notre dignité avec un courage emprunté. Peu à peu, les contrôles cessèrent d'être des rituels administratifs. Ils devinrent les premiers boss-marqueurs d'un pays qui, face à la peur diffuse, choisissait de se tenir debout avant que le danger ne prenne forme. Amidou, jeune inspecteur du poste de Gawa, fut le premier à remarquer une anomalie si ténue qu'elle aurait pu se perdre dans la poussière du crépuscule. Un camion déclaré pour un chantier inexistant, accompagné de documents dont une seule ligne d'encre semblait avoir été ajoutée trop récemment pour passer inaperçue. Il transmit son doute avec prudence, sans saisir la cargaison. Son supérieur ordonna d'observer, de noter chaque détail, de ne frapper qu'au moment exact. Cette consigne transforma une simple suspicion individuelle
en début de méthode collective. Jour après jour, Amidou et ses collègues relevèrent les heures d'arrivée, les itinéraires, les compagnies récurrentes et les plaques répétées. Les convois arrivaient toujours au même crépuscule. Elour empruntait les mêmes routes secondaires et déclarait invariablement des matériaux de construction sans qu'aucun chantier n'apparaisse. En quelques semaines, un schéma émergea, un corridor discret reliant les marchés criminels du Sud aux cellules insurgées du Nord. Ce n'était plus une fraude isolée, c'était une logistique continue, calibrée pour contourner les contrôles et nourrir une économie souterraine. Les premiers impacts humains furent immédiats. Des commerçants, intrigués par la nouvelle rigueur, commencèrent à signaler spontanément des véhicules suspects. Des paysans offrirent donc des repas aux patrouilles, reconnaissant dans ces uniformes non des percepteurs intrusifs, mais des gardiens devenus proches. La frontière, longtemps perçue comme une ligne de méfiance, se transforma alors en lieu de coopération discrète, presque intime. À ce stade précoce, le so what devient clair. La vigilance locale peut modifier l'équation nationale. Un seul doute bien placé suffit parfois à déplacer tout un rapport de force. Avant l'anomalie repérée par Amidou, les contrôles frontaliers suivaient un rythme routinier, marqué par des inspections rapides et des documents acceptés, sans réelle contre-vérification. Après cette anomalie, tout changea. Chaque itinéraire, chaque plaque devint une pièce d'un puzzle plus vaste que personne n'avait encore osé imaginer. Le premier mouvement fut l'observation silencieuse. Pendant plusieurs semaines, 6 officiers se déplacèrent sans insigne, dormant dans des camions, mangeant dans la poussière, notant sur des carnets rêches les détails qui, isolés, semblaient presque insignifiants. La nuit, ils récapitulaient tout. Angle d'arrivée, fréquence des convois, entreprises pour plus déclarantes, irrégularités dans les volumes. Leurs notes finissaient par révéler un tracé précis, un corridor clandestin reliant les marchés criminels du Sud aux cellules insurgées du Nord, structuré comme une artère souterraine battant sous la peau du pays. Le deuxième mouvement fut le resserrement. Les douaniers, désormais sûrs du schéma, renforcèrent le suivi sans se dévoiler. Ils observaient, depuis les collines, jumelles en main, attendant le moment où la chaîne logistique se dévoilerait entièrement. Chaque soir, plus de doute. Ce n'était plus de la contrebande, mais une logistique de déstabilisation organisée, prête à alimenter explosifs, cyanure et médicaments falsifiés. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la patience devint une arme. Lui exigeait du silence, aucune précipitation, aucun coup de filet destiné à rassurer l'opinion. L'objectif n'était pas d'arrêter un camion, mais de comprendre une structure complète, de saisir non seulement la marchandise, mais l'intention derrière elle. Puis vint la phase d'étouffement. Les équipes se dispersèrent sur les routes secondaires, vérifiant les manifestes, croisant les données douanières et les appels téléphoniques. Un réseau d'entreprises fantômes apparut, relié à une fausse société agricole installée loin des regards. Chaque vérification nourrissait un tableau dont les contours devenaient de plus en plus nets. Le piège se referma à l'aube d'un jeudi. Un convoi de 3 camions tenta de contourner le poste principal en empruntant une route effacée des cartes. Les douaniers attendaient depuis des heures. Lorsque le signal radio retentit, ils avancèrent sans un cri, verrouillèrent les portes, immobilisèrent les chauffeurs. Aucune balle, seulement le métal des menottes, la poussière du matin et un silence dur comme un verdict. Sous les bâches, les agents découvrirent que les fûts scellés, étiquetés dans des alphabets étrangers. L'un d'eux, ouvert avec précaution, libéra une odeur d'amande amère, du cyanure pur. À côté, des explosifs emballés avec méthode, des médicaments falsifiés, rangés comme des marchandises de marché. C'était une déclaration de guerre inversée. La mort déguisée en commerce venait d'être stoppée par la vie en uniforme. Les ingénieurs militaires confirmèrent la nature du chargement. Ils parlèrent peu, mais leurs conclusions suffisaient. Ce n'est pas du matériel minier. Quelqu'un voulait tuer avec ça.
Le rapport fut transmis dans la nuit à Ouagadougou. Ibrahim Traoré ordonna le silence absolu. Pas de fuite, pas d'image, pas de célébration. Pendant 72 heures, les équipes quadrillèrent les routes secondaires, vérifièrent les registres et identifièrent la fausse société d'Abidjan. Puis, dans la brume d'une nuit tardive, le dernier convoi fut intercepté sans résistance. Sous le papier brun, les douaniers se trouvèrent des détonateurs et une note manuscrite. Livraison complète, paiement à Gao. Ce moment marqua la fin d'une phase et le début d'une autre, non plus dévoilée, mais démantelée. L'événement transformait désormais la frontière en théâtre d'un récit national. Avant 2022, à peine 14% des cargaisons suspectes étaient inspectées. Un an plus tard, ce taux atteignait 61%, un delta qui illustre un basculement structurel plutôt qu'un simple progrès administratif. Ce changement abrupt ne traduit pas seulement plus de contrôle. Il révèle un appareil qui a réappris à hiérarchiser l'alerte et à agir en amont. Le premier chiffre clé concerne les barils saisis. Les rapports internes mentionnent 312 barils neutralisés en quelques mois. Ce volume, replacé dans le flux habituel des marchandises transfrontalières, indique une rupture nette. Il montre que les réseaux criminels avaient établi, sans être inquiétés, un corridor de distribution régulier que les douanes n'avaient jamais réellement cartographié. Chaque baril représente une menace précisée, une dose de poison, un explosif potentiel, un médicament falsifié capable d'alimenter des marchés ruraux entiers. Le second repère, quantitatif, porte sur les camions interceptés. 27 véhicules contrôlés et retenus constituent un échantillon suffisant pour révéler un modèle logistique stable. Les itinéraires récurrents, la cohérence des déclarations frauduleuses et les répétitions dans les horaires prouvent que ces convois n'étaient pas opportunistes, mais planifiés pour contourner les postes officiels. La fréquence elle-même signale un point crucial. Sans vigilance renforcée, ce flux aurait pu doubler ou tripler avant d'être détecté. Le troisième axe, moins visible mais décisif, apparaît dans la réduction des temps de réaction. Les postes frontaliers, longtemps marqués par la lenteur, fonctionnent désormais selon un protocole d'évaluation pondéré. Provenance, récurrence, type de fret, cohérence, documentaire. Chaque critère déclenche une double vérification, numérique et humaine. Cette méthode, conçue localement, a réduit les délais d'intervention de près de 40%. Ce pourcentage ne reflète pas un simple gain d'efficacité. Il signale que les douanes sont passées d'un fonctionnement réactif à une posture anticipatrice. Sous la doctrine d'Ibrahim Traoré, les signatures administratives ont cessé d'être des gestes formels. Elles ont été intégrées à une culture de responsabilité nouvelle où chaque agent doit pouvoir justifier un choix, un soupçon ou une décision. La hiérarchie a observé un lien direct entre autonomie locale et précision des saisies. Plus les agents prenaient des décisions sur place, moins les interventions étaient violentes et plus elles étaient exactes. Ce rapport inverse, moins d'usage de force, plus d'efficacité, constitue l'indicateur moral le plus fort de la réforme. Parallèlement, la participation citoyenne a explosé. Les plaintes pour abus ont diminué de 30%, tandis que les signalements spontanés ont augmenté de moitié. Cette évolution suggère que la confiance, longtemps absente, est devenue un facteur opérationnel. Un transporteur qui appelle la douane pour signaler un convoi incohérent devient, de fait, un maillon actif dans la sécurité nationale. Les chiffres, mis bout à bout, dessinent un phénomène discret mais profond. Une administration réputée décorative a retrouvé une vitalité fonctionnelle. Les données brutes racontent une histoire plus large que la technique. Elles montrent comment un pays, placé sous pression permanente, a commencé à répondre non par la peur, mais par une discipline collective, nourrie par des preuves concrètes plutôt que des slogans. Sous cette architecture rénovée, la frontière ne sépare plus seulement. Elle protège, elle alerte, elle structure une souveraineté vécue au quotidien. Les critiques les plus structurées avancent un premier argument. Recentrer les douanes, la garde civile
et les postes agricoles dans une même chaîne d'autorité risqueraient d'étouffer les contre-pouvoirs. Selon cette thèse, transformer un organe administratif en outil de sécurité interne pourrait ouvrir la voie à une militarisation progressive de la frontière, réduisant l'espace civil et limitant les marges de contestation locale. Pour ses partisans, toute réforme concentrant l'action autour d'un commandement resserré modifie nécessairement l'équilibre institutionnel, surtout dans un pays marqué par des transitions politiques rapides. Le second argument, plus prudent mais tout aussi technique, repose sur la question de la durabilité. Il affirme que la vigilance humaine, même renforcée par des protocoles, s'érode toujours face au temps, à la fatigue et aux incitations corruptrices. Selon cette lecture, aucune réforme ne peut tenir si elle ne construit pas une autosurveillance solide, et si l'État n'intègre pas des mécanismes capables de résister au relâchement naturel de n'importe quelle administration exposée aux risques financiers. Pourtant, les données du terrain apportent une contre-lecture ancrée dans les faits, et non dans la théorie. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme des zones grises dominées par l'arbitraire, n'ont enregistré aucune bavure majeure pendant 18 mois après la réforme. Cette absence ne peut pas être attribuée à un contrôle excessif. Elle coïncide avec une autonomie locale accrue, où chaque agent prend des décisions calibrées, assumées et vérifiées par double circuit, humain et numérique. Les opérations, autrefois brutales, sont devenues chirurgicales, ciblées, coordonnées, sans victimes. Parallèlement, le volume de saisies illégales a triplé, tandis que les dépenses publiques liées aux interventions d'urgence ont diminué de 22%, indiquant non pas une militarisation aveugle, mais une efficacité accrue. Ces chiffres montrent que discipline et responsabilité peuvent fonctionner comme des instruments de protection, plutôt que comme des outils d'oppression. Ainsi, le Stillman complet conduit à une conclusion simple. Les critiques soulignent des risques théoriques réels, mais le terrain oppose une réalité mesurable où la rigueur opérée n'écrase pas les libertés. Elle stabilise une frontière longtemps livrée à l'incohérence. La souveraineté brûle vraiment. Dans une clairière près de Ouagadougou, les barils saisis furent alignés à l'aube, et les ingénieurs militaires préparèrent les charges de neutralisation sans un mot. Le souffle noir qui s'éleva, torsadé par le vent puis avalé par la lumière, révéla ce que les rapports ne pouvaient pas dire. La frontière n'était plus un simple espace administratif, mais un lieu où un pays décidait enfin d'effacer son propre poison. Aucun discours officiel n'accompagna la scène. Juste un silence, dense, presque physique, où ceux présents comprirent que l'acte n'était pas technique, mais moral. Autour de la zone sécurisée, les douaniers y observaient, poussière sur les uniformes, regard fixe. Ils n'attendaient ni triomphe, ni reconnaissance. Ils constataient que le geste accomplissait ce que des années de dépendance avaient empêché. Agir sans attendre qu'un autre vienne réparer. C'est à ce moment que l'empreinte d'Ibrahim Traoré devint palpable, non par une apparition, mais par l'absence assumée de mise en scène. La décision parlait seule. Dans les casernes et les villages, la vidéo discrètement filmée circula comme une étincelle politique. Elle devint un point de bascule. Le pays venait de comprendre que la souveraineté n'était plus un mot, mais un acte répété, exigeant et collectif. Les conséquences se déploient en 4 directions, chacune révélant comment une opération frontalière peut transformer durablement un pays lorsque l'effort devient partagé. Du côté de la population, pour les habitants des zones rurales, la frontière a cessé d'être un espace de crainte diffuse. La baisse de 38% des plaintes pour abus montre une évolution profonde. Les agents autrefois perçus comme intrusifs sont désormais considérés comme des protecteurs accessibles. Dans les villages du Sud, on inscrit sur les étals « La nation regarde », signe d'une vigilance, devenue coutume civique. Les écoles enseignent des gestes simples. Noter une plaque incohérente,
signaler un camion inhabituel, refuser des marchandises non scellées. Cette pédagogie transforme la peur en participation active. Sous la doctrine d'Ibrahim Traoré, la sécurité n'est plus verticale. Elle devient un réflexe collectif. Du côté des agents et des forces locales, pour les agents, la réforme a inversé un rapport longtemps pesant. L'autonomie locale, appuyée par un protocole clair, a rendu les opérations plus précises et moins violentes. Les saisies chirurgicales, réalisées sans tir et avec une coordination rigoureuse, ont modifié la perception de leur rôle. Ils ne sont plus des collecteurs d'amendes, mais les derniers garants d'une ligne vitale. Les repas offerts par des paysans, les signalements de commerçants et les remerciements des transporteurs marquent une reconnaissance qui n'existait plus depuis des années. Le métier, auparavant découragé, retrouve une dignité concrète. Sur le plan économique, la fermeture des circuits illégaux a provoqué des effets immédiats. Les recettes douanières ont augmenté de 18% en un trimestre, réinjectées dans la modernisation de 10 postes ruraux et dans la création de laboratoires mobiles capables d'identifier les produits falsifiés. Ces structures, dirigées par d'anciens inspecteurs formés localement, ont renforcé la confiance dans les marchés légaux. Plusieurs trafiquants se sont rendus d'eux-mêmes pour éviter la chasse prolongée. Le marché parallèle, autrefois florissant, commence à perdre son attractivité. À l'échelle régionale, au-delà du Burkina Faso, l'effet d'entraînement a été rapide. Au Mali, au Niger et en Guinée, des officiers citent ouvertement l'expérience burkinabé dans leur programme de réforme frontalière. Des réunions conjointes ont cherché à harmoniser les protocoles de contrôle. À Bruxelles, comme à Washington, les diplomates observent ce glyphé, réveil de souveraineté, avec prudence mais reconnaissance. Ce que peut anticiper, un pays enclavé pouvait influencer un arc régional entier en misant sur discipline et cohérence, plutôt que sur assistance extérieure. Ibrahim Traoré résume cette dynamique ainsi. Nous ne faisons pas école, nous faisons devoir. La phrase, reprise dans plusieurs capitales africaines, cristallise une idée nouvelle. La souveraineté peut devenir contagieuse lorsque ses preuves sont mesurables. Au total, ces 4 champs montrent que l'impact dépasse largement la saisie de barils ou la neutralisation de réseaux. La frontière, longtemps synonyme de vulnérabilité, est devenue un espace où la société, l'administration, l'économie et la région apprennent simultanément à respirer autrement. 3 trajectoires possibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune dépendant moins des menaces extérieures que de la capacité institutionnelle à maintenir la discipline acquise. Ces scénarios ne prédisent rien, ils posent des conditions. Dans un premier scénario de continuité, le rythme actuel se maintient. Les douanes interceptent entre 20 et 25 convois suspects par trimestre, reproduisant le schéma observé depuis la première grande saisie. Les réseaux criminels se déplacent vers des routes plus secondaires, cherchant à tester la réactivité du système, mais sans retrouver l'ampleur d'avant 2022. La coopération civilo-militaire, renforcée par les signalements citoyens, conserve une stabilité modérée. Dans ce cadre, la réforme demeure fonctionnelle, mais fragile. Chaque relâchement volontaire ou chaque rotation mal préparée pourrait créer une brèche exploitée immédiatement. Dans une version plus optimiste, le modèle burkinabé inspire une coordination transfrontalière structurée. Les États voisins commencent à partager des bases de données, harmoniser les protocoles et mutualiser certaines inspections. Une force mixte de surveillance émerge dans le Sahel occidental. Elle réduit de moitié la circulation des cargaisons illicites. Les villages frontaliers deviennent des nœuds de commerce légal plutôt que des zones grises abandonnées. Les organisations internationales, d'abord prudentes, reconsidèrent le pays comme un partenaire crédible et autonome. Dans cette dynamique, la doctrine de vigilance, amorcée sous l'élan politique initial, gagne une dimension durable. Dans un scénario plus sombre, les ressources s'amenuisent. Les agents, soumis à une pression continue, perdent progressivement l'élan initial. L'usure morale ouvre la voie à des tentations anciennes. Arrangements,
Petite faille et tolérance tacite. Un incident majeur, une cargaison explosive non détectée ou un convoi laissé passer par complaisance peut briser la confiance citoyenne. Devant la résurgence du risque, les partenaires extérieurs exigeraient un retour aux missions d'assistance, fragilisant l'autonomie acquise. La doctrine de vigilance deviendrait alors un souvenir héroïque plutôt qu'un système viable. Recommandation de pensée. Kongan Saksoi. Plutôt que de se demander quel scénario l'emportera, l'approche la plus sûre consiste à examiner les conditions nécessaires. Formation continue, autonomie locale mesurable, transparence des contrôles et protection des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas l'avenir qui décide du système, c'est la discipline quotidienne qui détermine l'horizon. Pour un spectateur distant, cette histoire pourrait sembler appartenir uniquement aux frontières du Burkina Faso. Mais ses répercussions touchent 3 cercles d'expérience humaine qui résonnent bien au-delà des cartes et des statistiques. Pour ceux qui vivent dans l'incertitude quotidienne, pour les familles proches des routes commerciales, chaque camion qui passe porte une question muette. Que transporte-t-il vraiment ? La neutralisation de cargaisons toxiques rappelle que la sécurité commence par un geste discret, parfois invisible. Comprendre ce mécanisme permet aux spectateurs de mesurer que la stabilité d'un pays fragile repose souvent sur des décisions prises dans la poussière, loin des caméras, mais cruciales pour la vie ordinaire. Pour ceux qui évoluent dans des systèmes complexes, tout lecteur ayant déjà connu une administration lente, un service saturé ou une organisation défaillante reconnaîtra un élément central. La transformation ne commence presque jamais par une grande annonce, mais par une méthode adoptée silencieusement. Le cas burkinabé illustre comment la cohérence dans les procédures, les signatures, les choix locaux peut modifier durablement un environnement réputé ingérable. Le spectateur y trouve un miroir. La discipline d'un maillon peut réorienter toute une chaîne. Pour ceux qui se sentent éloignés des enjeux, même sans vivre dans une zone de conflit, on connaît la sensation d'être dépendant de forces plus grandes que soi. L'histoire des douaniers, des villages, des signalements spontanés montre qu'un espace de vulnérabilité peut devenir un espace d'action partagée. Ce basculement intéresse directement quiconque s'interroge sur la manière dont une communauté peut reprendre la main lorsqu'elle se croyait condamnée à subir. Au fond, cette opération frontalière ne parle pas seulement de cargaison, de barils ou de routes. Elle rappelle que la sécurité, dans un foyer, un quartier ou un pays, naît rarement de gestes spectaculaires et presque toujours d'actes répétés, vécus, tenus ensemble. La victoire ponctuelle n'avait de sens que si elle devenait un système. Le rapport final, validé sous la direction d'Ibrahim Traoré, précise 5 axes opératoires destinés à transformer une opération isolée en réflexe institutionnel durable. D'abord, il est recommandé de renforcer les postes frontières mixtes. Chaque point de contrôle doit intégrer une cellule civilo-militaire capable d'agir sans attendre les instructions du centre. L'objectif est clair, réduire de 30% le délai de réaction. Cette autonomie encadrée garantit que le terrain n'attende plus les validations lentes de la capitale. Ensuite, la création d'un corps d'audit indépendant s'impose. Composé d'anciens inspecteurs, il surveille la probité des opérations, publie des rapports trimestriels et protège les lanceurs d'alerte. Ce dispositif empêche le retour des tolérances tacites et coupe court aux failles discrètes qui minent les réformes. Il devient aussi nécessaire d'établir un réseau de veille communautaire. Les villages proches des routes commerciales deviennent des nœuds d'alerte précoce. Formés à identifier une cargaison suspecte, les habitants alimentent un circuit horizontal où la vigilance reste partagée, non hiérarchisée. Cette base sociale transforme chaque route en espace de surveillance diffuse. La modernisation de l'analyse logistique constitue un autre axe clé. Des logiciels locaux croisent données de transport, registres sanitaires et flux commerciaux. En reliant les anomalies, les douanes peuvent anticiper plutôt que réagir. Cette capacité prédictive comble un vide structurel. Jusque-là, la frontière fonctionnait surtout par intuition,
Enfin, la consolidation de la formation morale demeure essentielle. Les nouvelles recrues apprennent que servir signifie protéger avant d'obéir. La doctrine moralise la pratique. L'uniforme n'impose pas la force, il impose la responsabilité. Cette feuille de route, sobre et opérationnelle, montre que la souveraineté ne se déclare pas. Elle se construit, protocole après protocole, jusqu'à devenir une habitude collective. Quand le feu s'est éteint dans la clairière, Amidou, le jeune inspecteur qui avait remarqué la première anomalie, resta debout un long moment, observant les cendres flotter comme une poussière d'or au-dessus des uniformes. Ce qu'il voyait n'était pas seulement la destruction d'un poison chimique, c'était l'effacement d'une idée ancienne, celle qu'un pays pauvre devait toujours être sauvé par plus fort que lui. Sous la doctrine d'Ibrahim Traoré, cette croyance venait de brûler avec les barils. Les douaniers s'assirent, sans parler, conscients que leur mission se transformait. Ils avaient été arrêtés des cargaisons. Désormais, ils portaient quelque chose de plus lourd. La responsabilité silencieuse d'un pays qui avait décidé d'agir avant d'être secouru. Dans cette lumière tamisée, la frontière n'était plus une ligne, mais une promesse tenue par des mains ordinaires. Amidou referma son carnet. Il pensa à la phrase entendue des mois plus tôt. « Nous ne défendons pas une frontière, nous gardons la vie. » Ce soir-là, elle ne sonnait plus comme une maxime. Elle ressemblait à une direction. Comme une conclusion, il reste cette idée. La vigilance, c'est une force qui se transmet. L'histoire que vous venez de suivre n'est pas seulement celle d'une frontière transformée, ni celle d'une opération méthodique menée dans la poussière et le silence. C'est aussi celle d'un pays qui a découvert que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se pratique, se partage et se renforce lorsque chacun accepte une part de vigilance. Ce type de geste, répété des centaines de fois par des mains anonymes, façonne une culture plus solide que n'importe quel slogan.